La sortie de pandémie a été un accélérateur du digital, mais aussi un catalyseur de changements majeurs pour les consommateurs. Alors, quel est le nouveau terrain de jeu pour les marques? Quelles sont les nouvelles stratégies de contenu, d'influence, d'expérience en 2022? Pour le savoir, nous allons recevoir aujourd'hui Jean Méneveau, directeur de Columbus Consulting. Bonjour Jean. Bonjour Victoria, merci pour l'invitation. Donc effectivement, vaste sujet qui nous attendent sur cette année. Donc on a choisi effectivement de vous proposer cette petite session d'introduction pour partir un peu à l'exploration, on va dire, sur cette année 2022 qui a déjà démarré très fort. Donc, ce qu'on voulait un peu donner avec vous, c'est quelques pistes justement sur nous, la manière dont on voit un peu la stratégie de contenu pour les marques. On va un peu illustrer ça sur différents secteurs d'activité. Premier sujet qu'on voulait discuter ensemble, c'est la partie média. Alors, média plutôt dans sa partie digitale, hein. Alors, évidemment que il n'y a pas eu beaucoup de changements sur ces précédentes années, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les GAFAM ont été toujours ultra leaders un petit peu sur le paysage suisse, européen et occidental, si on va jusque-là. Si on prend en tout cas en Europe quelques chiffres, en 2021, on était à peu près aux alentours, enfin à plus de 80% déjà de parts de marché. 2022, on devrait finir à quasiment 90%. Donc on se rend bien compte qu'on est clairement en situation de position ultra dominante, évidemment, que tous les acteurs du secteur essaient évidemment de réduire cette dépendance depuis de nombreuses années, mais que malheureusement, ce n'est pas aussi simple que prévu et que cette tendance est de loin pas en train de s'inverser malgré la pandémie et le plus de digitalisation qu'on a pu vivre tous ensemble. Donc, au-delà de ça, évidemment, il y a les annonceurs qui bougent aussi pour tester des nouveaux dispositifs. Donc, quand on parle de nouveaux dispositifs, c'est des choses très variables. Alors, on a toujours la programmatique qui booste son activité et son développement, qui est rentrée de manière un peu plus mature sur des nouveaux sujets, comme la partie télé, comme la radio, tout ce qui est DOH, donc l'affichage numérique, et aussi la publicité native. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut dire sur le média. Finalement, c'est un peu le non-changement dans la continuité, mais on va voir qu'il y a en tout cas des sujets qui, eux, ont été beaucoup plus chahutés, on va dire, sur ces derniers temps. Deuxième point, donc du coup, c'est l'influence. Alors, influence un peu au sens large, hein, puisque évidemment, on a tous en tête que les stratégies d'influence ont connu leur premier soubresaut avec l'industrie du luxe, qui s'est largement démocratisée. Je ne parle pas du luxe, mais bien sûr de la partie stratégie d'influence et marketing d'influence, avec du coup tout un tas de micro-influenceurs qui se sont plus ou moins autoproclamés, mais plus sérieusement, qui en tout cas réussi à faire démocratiser ce secteur-là. Donc on parle évidemment d'earned media, donc la capacité à capter l'attention, à faire du bouche à oreille, du buzz, enfin tous ces éléments-là que vous connaissez tous très bien. Ce qu'on voit évidemment pendant ces dernières années et comme tendance claire, c'est justement une frontière entre la partie earned et la partie paid media qui sont de plus en plus faibles. Je m'explique. Euh, on a tendance évidemment de manière naturelle à regarder la partie influenceurs et ambassadeurs en regardant concrètement ce qu'ils sont capables de proposer et de générer, évidemment. Mais aussi, on regarde de plus en plus des choses beaucoup plus précises, c'est-à-dire que même les ambassadeurs un peu institutionnels, c'est-à-dire des ambassadeurs qu'on va prendre sur une marque, par rapport à leur image, par rapport à leur capital sympathie, l'ensemble de ces éléments-là, finalement, on va pouvoir largement les mesurer. C'est-à-dire, finalement, est-ce que la communauté ou les communautés qui sont autour de la marque sont positives par rapport à ce qu'elle propose. Et donc, du coup, être capable de dire, finalement, cet ambassadeur qui est plutôt dans un dispositif de communication institutionnelle, quasiment être capable quelque part de le concurrencer par rapport aux influenceurs et de mesurer finalement le retour. Et c'est évidemment ce que cherchent les marques dans ces dispositifs, d'être beaucoup plus fines, dans leur manière d'engager l'ensemble de leurs ambassadeurs et évidemment de leurs influenceurs. Donc on voit bien qu'il y a un petit peu
une frontière qui tend à disparaître. Après, en termes de tendance, bon, je pense que vous l'avez tous vu, c'est-à-dire qu'on pourrait citer Facebook, puis Instagram, puis TikTok, sous-entendu les citer dans l'ordre un petit peu d'apparition, et le nouveau réseau qui arrive est toujours là pour pousser l'ancien réseau qui a tendance à vieillir lui-même. Plus sérieusement, c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que certes l'histoire se répète d'un réseau à l'autre, mais on se rend compte que secteur par secteur, les choses sont très différentes. Donc, par exemple, nous qui faisons des études sectorielles très différenciées, ben, on voit qu'il y a des choses qui sont très différentes. Par exemple, Facebook résiste bien sur les secteurs conservateurs, typiquement les services financiers. Quand on parle de banque et d'assurance, évidemment, on retrouve pas mal de ces éléments-là. On a aussi Instagram qui a évidemment son mot à dire, et clairement dans des secteurs conservateurs, mais il reste clairement le réseau numéro un si on parle de luxe et d'influence, en tout cas pour les secteurs qui ont une image forte. TikTok, lui, arrive plus sur les autres secteurs B2C de manière générale, même si évidemment la croissance est assez forte. Donc ce que je vous dis à cette heure-ci, c'est-à-dire en avril 2022, je ne suis pas sûr que ce soit encore tout à fait vrai en fin d'année, mais en tout cas, ce sera des choses à garder en tête. Dernier point qu'on voulait mentionner sur cette partie influence, c'est que là, évidemment, on vous explique ce que nous, on voit clairement sur les réseaux occidentaux. Qu'on a cités. Quand on regarde, par exemple, ce qu'on a pu faire, nous, dans le secteur de l'horlogerie et du luxe, quand on regarde la plaque asiatique, on va dire, là, évidemment, l'écosystème est très différent. C'est-à-dire qu'on parle d'écosystèmes plus fermés, on parle de social commerce, donc c'est-à-dire de commerce qui permet aux influenceurs et surtout aux marques de pouvoir exister vraiment finalement de se positionner en tant que marque, mais aussi aller jusqu'à la partie commerce. Et là, on parle de WeChat ou de Sina Weibo qui ont évidemment une façon de travailler, des codes qui sont assez différents et qui s'adressent bien sûr à des marchés tout aussi différents. Si on avance un petit peu maintenant en termes justement de story, alors là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Bon, premier élément, c'est qu'on parle évidemment de nouveaux supports. Donc, dès qu'on parle de nouveaux supports, on parle évidemment de nouveaux formats. Donc, il y a toujours un petit peu un écosystème qui va se créer, un équilibre qui va se créer dans tout ça. Aussi, ce qu'on a pu voir dans ces derniers mois, c'est aussi le renouveau ou le retour plutôt du son, c'est-à-dire de la bonne voix, comme on dit, c'est-à-dire des podcasts. Pendant la pandémie, même chose, c'est-à-dire les plateformes audio, les livres audio ont eu un certain succès et l'ont toujours. Donc on a cette voix, ce son qui reprennent un petit peu un peu le devant de la scène, mais pas que. C'est-à-dire que ce qu'on voit nous de manière générale, c'est que cette multiplication des supports, des formats, des contenus, des stories, donc un des enjeux majeurs pour toutes les marques finalement, c'est créer une vraie plateforme de contenu, ce qu'on appelle un peu une content factory. L'objectif étant de démultiplier évidemment les contenus, les supports, mais aussi vraiment proposer une personnalisation. Alors quand on parle de personnalisation ici, on parle simplement de pouvoir amener le contenu sur des cibles qui sont potentiellement assez différentes, qui ont des attentes différentes. Et tout ça, évidemment, c'est de le faire avec des nouveaux moyens, c'est-à-dire des solutions d'intelligence artificielle qui soient dédiées, avec du coup une vraie capacité à démultiplier les métiers du contenu. Et du coup, ça change également la donne en termes de façon de travailler, c'est-à-dire que tous les métiers du contenu côté communication, c'est-à-dire la communication institutionnelle, le branding, la communication sur les produits, le marketing aussi qui tourne autour évidemment, donc sur les produits, marketing client, le marketing relationnel. En fait, l'ensemble de ces métiers-là ont une capacité désormais à générer du contenu et à surtout le décliner et à le diffuser de manière beaucoup plus massive qu'auparavant. Et derrière, évidemment, ça remet en question une façon de travailler, des processus internes et puis du coup des nouvelles solutions aussi qui doivent être arrivées à la clé. Donc c'est également un petit peu une petite révolution de ce point de vue-là. Et le dernier point qu'on voulait citer sur cette partie de contenu ici, de story, c'est justement cet équilibre entre l'offre et la demande. Alors évidemment, on l'a vu avec les nouveautés, les nouveaux supports, les nouveaux formats, que on doit toujours trouver un peu le bon équilibre entre justement
entre comment dirais-je, des nouvelles demandes des consommateurs qui veulent avoir justement ce contenu plus facilement, plus rapidement dans leur poche avec du nouveau format, mais aussi d'un autre côté, des nouvelles offres. Alors, quand on parle d'offres ici, très concrètement, c'est par exemple le métavers, c'est-à-dire que le métavers, même si le concept n'est pas complètement récent, vous l'avez compris, on reste quand même dans une notion de proposer finalement une nouvelle offre, c'est une nouvelle façon de proposer un contenu de marque, et évidemment que c'est une des tendances sur fin de l'année dernière et qu'on va pouvoir suivre. La vraie question qui se posera derrière, là pour le coup, comme toute nouvelle offre, c'est quel est l'usage? Alors, je pense que dans ces 2 jours qui nous attendent, on aura quelques témoignages là-dessus, sur comprendre un peu quels sont les usages, quelles sont les adoptions des communautés là-dessus, parce que c'est évidemment la clé. Aujourd'hui, on a plutôt des précurseurs, des marques précurseurs qui viennent proposer des choses un petit peu nouvelles, évidemment, des choses innovantes. Donc, les communautés qui sont plutôt avides de nouveautés viennent dessus. La question étant évidemment derrière, au-delà de cette nouveauté, est-ce qu'on aura une vraie persistance du phénomène, et finalement, est-ce que cette communauté va rester fidèle à ce qu'on lui propose et avoir une vraie expérience, un vrai retour et une vraie fréquence d'utilisation de tout ça. Mais ce sera une des questions qu'on pourra discuter. La relation client. La relation client, évidemment, c'est pas un thème qui est nouveau. Par contre, c'est un thème qu'on a tous vu dans sa fragilité pendant la pandémie. C'est-à-dire que en quelques jours, même voire parfois en quelques heures sur du confinement, on s'est tous rendu compte que cette relation client, quand on parle de boutique notamment, s'est vite retrouvée un petit peu par terre très rapidement. Donc voilà, des marques qui se sont retrouvées sans point de vente physique, qui était un des points forts de leur relation et de leur expérience client. Donc derrière, avec aussi des changements radicaux pour les consommateurs, le boom du e-commerce de l'autre côté. Donc finalement, on pouvait se retrouver avec des clients qui étaient très fidèles à des marques depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, dans leur achat au quotidien, ou en tout cas de manière hebdomadaire ou mensuelle, dans la grande distribution, et qui finalement du jour au lendemain se sont dit, mais en fait là, je peux plus venir tout simplement en magasin, je change mes habitudes, et à partir de là, je vais switcher d'une marque à l'autre de manière quasiment instantanée, ce qui a été évidemment un tremblement de terre pour un certain nombre de marques, même institutionnelles, du marché. Alors, ce que ça veut dire derrière, c'est que reprendre la relation directe avec le client a été un enjeu aussi qui est apparu. Alors, cet enjeu n'est pas complètement nouveau, hein, c'est-à-dire que, je vais prendre encore un exemple, dans le secteur du luxe, dans le secteur de l'horlogerie aussi, c'est un phénomène pré-Covid, c'est-à-dire vouloir réinternaliser son réseau de distribution, plus forcément proposer un réseau de distribution indirect, mais avoir son propre réseau de boutiques et avoir uniquement ce réseau de boutiques-là, et aussi un moyen évident de pouvoir capter l'ensemble de ses clients, et de pouvoir surtout initier cette relation dès le début et tout au long du cycle de vie, et pas uniquement être un distributeur et avoir un client uniquement quand ça va mal, ou en tout cas quand il y a des questions qui se posent sur un produit ou sur autre chose, qui n'est pas forcément la partie la plus sympathique pour faire tout ça. Donc ça, c'est un point qui est important, je pense, pour beaucoup de secteurs qui avaient un peu posé ça de côté. Alors évidemment, il y a aussi tous les autres secteurs qui ont par nature, si je parle des télécoms, de l'énergie, qui eux ont toujours eu ça dans leur ADN. Mais en tout cas, pour les autres, c'est pas forcément simple. Et je vais prendre un dernier exemple aussi qui est pour nous assez récent, qui est la banque privée, par exemple, qui se pose aussi ces questions. C'est-à-dire que pendant la pandémie, évidemment que les conseillers se sont retrouvés avec un métier qui a un petit peu changé, c'est-à-dire que ce n'était pas aussi simple de pouvoir voir leurs clients. Et du coup, se sont posés des questions, mais qu'est-ce que font nous finalement nos clients? On peut bien sûr les appeler, discuter avec eux, tout ça, ils sont toujours là, bien évidemment, mais on n'a plus du tout la finesse d'interaction. Et donc, c'est poser la question de comment mettre en place justement des programmes relationnels dans des secteurs qui n'étaient pas vraiment habitués à ce genre de choses, c'est-à-dire qui partaient du principe que le conseiller était le point de contact quasiment unique et universel pour l'ensemble de la relation client. Sauf que dans ces moments-là, il y a un switch, encore une fois, de la relation, des interactions,
Et cette richesse de ce qui se passe entre un client et son établissement peut aussi se passer sur tout un tas de plateformes digitales, et c'était un peu l'objectif de reprendre la main là-dessus. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on a vu émerger en termes de questionnement pendant la pandémie et qui, là, clairement, revient comme une tendance de fond pour nous dire, finalement, comprendre ce que font mes clients aussi sur des plateformes digitales et qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qui les anime et dans quelle mesure je peux leur rendre service autour de ça, c'est aussi un enjeu majeur pour ces marques-là qui n'étaient pas vraiment habituées à ce genre de discussion. Un autre point important, évidemment, c'est l'expérience utilisateur. Alors, on pourrait y passer 1 heure dessus, donc ce n'est pas l'objectif ici. C'est plutôt de donner aussi les tendances qu'on voit sur ces aspects-là. Alors, initialement, quand on parlait d'expérience, on était en fait souvent dans côté en tout cas marketing et côté client, de se poser la question comment je vais démultiplier mes offres, mes services, mon contenu sur l'ensemble de mes plateformes, l'ensemble de mes canaux, et je vais tant bien que mal assurer une certaine harmonisation, cohérence. On parle d'omnicanalité, voilà, de pouvoir simplement gérer ça de manière cohérente. Donc ça, évidemment, c'était le point de départ. Après, on a eu aussi une augmentation des audiences, alors beaucoup sur le digital aussi, et sont arrivés un certain nombre de problèmes de remontée sur la partie expérience pour dire on a des problèmes. Donc sous-entendu, la partie UX a été souvent un sujet qui a démarré par le côté un peu négatif en disant on a des freins, il faut les lever pour justement fluidifier cette fameuse expérience. Alors, c'est aussi une façon de faire qui est un bon point de départ. Par contre, c'est ce qu'on voit nous arriver de manière seulement timide désormais, c'est vraiment voir la partie UX comme une optimisation continue. Mais réellement, comme une optimisation continue, c'est un vrai cheval de bataille parce que c'est pas forcément dans l'ADN des marques de rentrer dans ce genre de dispositif. Je m'explique. Quand on travaille côté marketing, par exemple, en fait, on est plutôt dans une logique de voilà, je lance des nouvelles opérations, je lance des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouvelles campagnes. Donc, on a évidemment un effet nouveauté qui a tendance à un peu supplanter l'historique. Et c'est justement le meilleur ennemi, quelque part, de cette partie UX. C'est-à-dire que si on veut parler d'optimisation continue, on est moins dans l'offre, on va être plutôt dans la mécanique, dans le service, dans qu'est-ce que je vais pouvoir proposer d'intéressant, et moins finalement dans le contenu et la présentation. Donc, on a toujours un petit peu ces 2 éléments qui doivent cohabiter. C'est clairement pas simple, mais c'est ce qu'on voit seulement sur quelques marques émergentes pour lesquelles justement cette partie UX est un vrai sujet transverse qui doit être en continu et qui n'est pas forcément une activité où on va dire tiens, je mets un peu d'UX dans ma nouvelle campagne. Non, c'est plutôt certes, je crée des nouvelles campagnes, mais par contre, mes bonnes pratiques UX et ma manière de faire de l'expérience de manière optimale, je dois pouvoir l'embarquer de bout en bout. Donc, c'est un vrai challenge et en tout cas, on espère que ce qui s'est passé ces derniers temps, encore une fois, va pouvoir nous apprendre pas mal de choses pour la suite parce qu'on voit clairement que c'est un différenciateur à la fois évidemment d'expérience, mais aussi de performance, c'est-à-dire en termes de satisfaction, de fluidification des opérations. Puis l'objectif aussi, c'est que le client final qui est au bout de la ligne, comme on dit, trouve ça réellement positif et qu'on arrive toujours à aller chercher un effet waouh qui soit toujours le plus surprenant et le plus positif possible. Dernier point qu'on voulait aborder avec vous, alors qui est pas le plus évident, mais qui nous paraît évidemment important, c'est la partie data, donc les bonnes vieilles données, comme on dit. Alors, pourquoi on parle de ça? Alors, évidemment, parce que c'est, selon nous, un sujet qui gagne en maturité chaque année. Ce n'est pas un sujet qui est très simple à prendre en main quand on en parle. Alors, pourquoi on parle d'une maturité qui augmente? Alors, on la voit de 2 côtés, c'est-à-dire du côté des consommateurs déjà, que nous sommes tous, consommateurs, citoyens, pour lesquels on s'est tous rendu compte qu'à travers les différents, d'ailleurs on peut dire merci au groupe Meta là-dessus, entre Facebook, Instagram, WhatsApp, ils ont été assez forts pour nous expliquer qu'il y avait un certain nombre de choses qui se passaient autour de nos données personnelles. Plus sérieusement, ça nous a, voilà, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience des consommateurs là-dessus, même s'il y a aussi une certaine schizophrénie des consommateurs qui surréagissent sur ce genre de choses, mais qui le lendemain n'ont aucun problème à donner
à donner l'entièreté de leurs données sans forcément rechigner à d'autres fournisseurs. Bref, c'est pas trop ça l'idée. En tout cas, on voit que les consommateurs et citoyens ont de plus en plus conscience de ces aspects-là. Les marques aussi, j'ai envie de dire de manière un petit peu forcée, c'est-à-dire que les derniers éléments qu'on a pu avoir là-dessus, on parle notamment de la même chose, de Facebook qui faisait un peu qui faisait un petit peu de chantage pour dire si mes services ne sont pas conformes selon les lois qui vont bien, notamment sur tout ce qui est transfert de données entre la Suisse et les États-Unis, ou l'Europe et les États-Unis, c'est la même chose, d'un point de vue cadre, hein, bien sûr. À ce moment-là, je menace de me retirer. Bon, effectivement, intéressant. Ou alors les marques qui se retrouvent enfin, qui comprennent que potentiellement des outils comme Google Analytics sont pas hyper conformes à toutes les réglementations, et même chose, toujours au problème de transfert de données entre la Suisse et les États-Unis. Donc bref, on voit que le marché bouge là-dessus et c'est effectivement intéressant, sachant qu'on a appris il y a quelques semaines de cela que voilà, la fameuse loi sur la protection des données, donc la LPD révisée, allait finalement rentrer en vigueur en 2023 finalement, donc plutôt septembre 2023, c'est ce qu'on apprend. On parle de plus de 5 ans de retard par rapport au RGPD qu'on a tous pu connaître en 2018. Alors pour plagier quelqu'un qu'on connaît tous très bien, donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Je pense que ça s'applique tout à fait à ce qu'on vit là. Mais blague mise à part, voilà, c'est qu'on sent que cet aspect-là va structurer un peu les discussions sur les prochains mois. Alors, ça donne du temps, hein, évidemment, ça donne un calendrier, mais on se souvient tous aussi que RGPD et sa mise en place en 2018 n'a pas été une mince affaire. À l'époque, il y avait une certaine tolérance des autorités pour des bonnes raisons, évidemment. Là, évidemment, on sera aussi dans une vague, c'est le cas de le dire, qui sera positive, dans le sens où on aura tous vécu des choses qui seront déjà en place. Donc l'objectif, ce sera d'avancer. Voilà. Alors maintenant, pourquoi les datas, selon nous, sont importantes pour les marques? En fait, pour nous, ça reste une colonne vertébrale et un sujet qui est un vrai fluide, justement, qui est là pour rendre les choses un petit peu plus faciles, un peu dans l'esprit de tout ce qu'on a pu dire juste avant, c'est-à-dire la donnée, c'est évidemment un point important dans la relation client, c'est aussi un point important quand on veut parler d'activation média. Donc prendre effectivement cette data à bras le corps comme un élément un petit peu de souveraineté et finalement de reprise du contrôle de la manière dont on traite les sujets, c'est pas forcément une mauvaise idée, de loin pas. Quand on parle aussi de dépendance vis-à-vis des GAFAM, il ne faut pas oublier qu'on a une grosse dépendance vis-à-vis des data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de faire un ciblage sur des clients suisses, on a tout de suite comme référence de dire tiens, je vais peut-être aller le chercher sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, alors qu'évidemment, on a d'autres moyens de le faire et des dispositifs d'échange de données qui peuvent être intéressants à avoir, même si on sait tous très bien que ce n'est pas aussi simple que ça et que ça ne se fait pas en quelques clics et en quelques systèmes magiques qui pourraient faire ces choses-là. En tout cas, pour nous, le message, c'est que certes, cette donnée, c'est un vrai actif que les entreprises ont sans forcément toujours en avoir conscience. Alors, c'est souvent vu comme aussi un sujet peut-être un peu technique. Nous, on milite en tout cas pour que cette donnée soit la moins technique possible, la plus métier possible, qu'on parle plus de finalement quelle est la valeur de la data pour l'ensemble des métiers. Encore une fois, on pense bien évidemment au marketing, à la communication et à tout ce qui va tourner autour du contenu et du client également. Donc, avoir ça en tête, partir du principe que c'est évidemment pas le sujet le plus sexy à prendre en main, mais qui pour nous en tout cas, et c'est pour ça qu'on insiste un petit peu là-dessus pour conclure cette partie-là, enfin en tout cas cette petite introduction, que c'est un élément à ne surtout pas rater si on veut avoir une vraie stratégie, une stratégie de marque, une stratégie de contenu, une stratégie client qui soit vraiment fluide et sur lesquelles on puisse s'appuyer sur la durée. Voilà, alors on pourrait parler de ces éléments-là pendant beaucoup de temps, le temps étant compté par définition. Je vais en rester là. Si évidemment vous avez des questions, on peut aussi les prendre. Donc c'est le moment aussi de vous exprimer.
Bah, écoute, je vais démarrer par la première, c'est toujours le plus simple. Donc, on vient de vivre 2 années difficiles. 2020 qui devait être une année de relance, nous réserve des surprises géopolitiques. Les consommateurs ont découvert, les ruptures de stock, des pénuries sont à venir. Quid du moral de ce consommateur? Parce que c'est la clé de voûte, hein, de tout cet édifice marketing. Comment lui parler alors qu'il est de plus en plus inquiet et aussi de plus en plus clivé? C'est vrai. Alors, c'est une question c'est une question qui paraissait simple, on va dire, avant le conflit, ukrainien, où il y avait un vent d'optimisme. On parlait, de la sortie de la pandémie, on était Mmh. plutôt dans une phase de: «Ça y est, c'est fini, on De passe à autre relance, oui. chose» On et allait voilà. oublier tout. Mmh. Exactement, et puis c'était surtout de se dire, ben, on il y a un peu de légèreté finalement, un peu dans l'air du temps. Là, évidemment, côté légèreté, on n'est pas terrible, mais pas du tout même. Donc je dirais que c'est maintenant le sujet, il est plus autour du, hem, il peut être vite politisé, j'ai envie de dire. Alors évidemment, pour les marques, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que, en fonction de là où elles se trouvent, sur quel sujet, sur quel secteur et c'est quoi leur ADN, pour certaines, c'est pas trop un problème, pour d'autres, ça l'est un petit peu plus. Évidemment que si on a un opérateur télécom, si on veut pousser des messages autour de la communication et de la liberté, ce sera plus simple que si on a des lignes de produits qui dépendent d'un certain nombre d'approvisionnements qui sont en Europe de l'Est. Bon, là, on sait qu'on sera un petit peu plus, ce sera un petit peu plus difficile à vivre. Donc, j'ai envie de dire que euh, autant la pandémie nous a tous sidérés, d'un seul coup, et de manière totalement universelle. Là, je pense qu'on est revenu à des choses un petit peu plus fines dans la manière d'adresser à la fois les segments, les marques, leur contenu, et que chacune va pouvoir revenir à jouer avec ces éléments-là, et que, ce sera aussi un petit peu à l'ADN des marques de reprendre la main pour, ben, reprendre le aussi, hem, comment dirais-je? Repenser leur manière de communiquer et de pousser les bons messages, parce que c'est, je pense aussi dans ces moments un petit peu compliqués qu'on a envie de voir des beaux messages, des belles histoires, des jolis contenus. Euh, Évidemment, pareillement que pendant la pandémie, mais sauf que là, le contexte est très différent et chaque marque a une manière un petit peu plus unique de faire les choses. Alors que pendant la pandémie, je pense qu'on était tous un petit peu bloqués sur justement les histoires qu'on était en capacité de raconter ou simplement d'entendre, quoi. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de recréer du lien et les marques peuvent recréer ce lien avec leurs consommateurs en donnant, tu penses, des messages donc plus positifs, plus, Oui, clairement, je pense qu'on a tous vécu, et encore une fois, on l'a vu à la sortie de la pandémie, le côté positif et le moral, j'allais dire des troupes, mais le mot est mal choisi. Le moral des consommateurs était, au plus haut juste à la sortie de la pandémie. Là, évidemment, ça risque d'être un peu plus compliqué, heu, mais il y a aussi des choses intéressantes sur lesquelles on on peut rebondir, et je pense que ça va être, ça va être du pain béni, je l'espère, en tout cas pour toutes les marques, de pouvoir s'amuser avec ces contenus-là, ces stories, et avoir un vrai rôle à jouer, qui était peut-être un peu mis en berne pendant la pandémie, en espérant que justement, quelle que soit l'évolution de la situation, que les choses puissent aller dans le bon sens, quoi. merci Jean. Merci à toi.